Nous sommes le 13 avril 1992 et comme tous les matins, des dizaines de milliers d'enfants allument la télévision pour regarder leur dessin animé préféré sur la 5 avant de partir à l'école. Sauf que ce matin-là, l'écran reste noir. Et les enfants ne le savent pas, mais derrière cet écran noir se cache l'un des plus grands échecs de l'histoire de la télévision française. Non, ce n'est pas un bug. Personne en France ne peut accéder à la 5 et pour cause, la chaîne vient tout simplement de disparaître. Plus de 600 emplois supprimés quasiment du jour au lendemain, des milliards de francs de pertes cumulées depuis la création de la chaîne, tout ça en seulement 6 ans d'existence. Et le pire, c'est que personne ne pouvait dire qu'il n'avait pas vu la catastrophe venir. Pourtant, le projet était non seulement ambitieux, mais en plus, il se donnait les moyens de ses ambitions. Alors, que s'est-il passé? Comment une chaîne avec des moyens quasiment illimités et avec les plus grandes stars du paysage audiovisuel français de l'époque a-t-elle pu s'effondrer si vite? C'est ce que l'on va essayer de découvrir. Bienvenue dans les coulisses de l'un des plus grands naufrages de l'histoire de la télévision française. Heureusement pour nous, dans l'économie, il n'y a pas que des boîtes qui font faillite. Il y en a plein qui performent et le mieux, c'est que nous pouvons participer à cette croissance alors même qu'on ne travaille pas pour elle. Perso, j'ai une double stratégie basique sur les marchés, ETF d'un côté et actions individuelles sur un compte titre de l'autre. Et pour alimenter ce CTO, j'ai une petite tradition, j'achète une ou plusieurs actions quand j'achète un objet chez une boîte. C'est donc ce que j'ai fait récemment en achetant du Apple en utilisant Freedom24 pour ça. Quand j'alimente le compte titre, je n'essaie pas de prédire le prochain gagnant, je me contente juste d'essayer de détenir sur le long terme des actions d'entreprises solides comme Apple. Freedom24 est particulièrement adapté pour ça puisque la plateforme propose des milliers d'actions et d'ETF et même des idées d'investissement. Alors si vous souhaitez vous lancer, déjà sachez que Freedom24 respecte les réglementations européennes et est extrêmement surveillé, notamment par la CISEC, c'est important, mais aussi en ce moment même, il propose une promotion pour tout nouveau client. 0% de commission sur les actions et les ETF jusqu'au 31 août pour toute ouverture de compte et premier versement. Pour découvrir comment tout ça fonctionne, rendez-vous sur Freedom24, le lien est en description. Nous sommes début 1985 et si vous voulez regarder la télévision à cette époque, vous avez deux possibilités. Les chaînes publiques, TF1, Antenne 2 et FR3, et Canal+, très fraîchement arrivé dans le paysage audiovisuel français, qui est la première chaîne nationale privée et payante à laquelle il faut s'abonner pour avoir accès au programme. Déjà, ça c'est une révolution, parce qu'historiquement, la télé est sous contrôle de l'État. Sauf qu'en réalité, ce modèle étatique commence à se fissurer. Le satellite commence à permettre de recevoir des chaînes de télé étrangères, rendant le contrôle strict impossible, et surtout en Europe notamment, par exemple en Italie, des empires privés sont en train d'éclore à la télé avec des chaînes gratuites financées par la publicité. Le milieu évolue donc très vite, et tous ces changements, il y a une personne qui les voit, c'est François Mitterrand. Même si la libéralisation, à la base, ce n'est pas trop sa tasse de thé, il se rend bien compte que ça va devenir essentiel, et aussi, il y voit un calcul politique. On est à moins d'1 an des élections législatives et la gauche de Mitterrand est en mauvaise posture. Le président aimerait façonner le paysage médiatique et être celui qui prend l'initiative de la libéralisation. Déjà pour en tirer le crédit politique, mais aussi pour ne pas laisser le contrôle total à un possible futur gouvernement de droite. Alors, c'est décidé. L'État autorise la création de chaînes privées nationales gratuites. 2 mois plus tard, le Conseil des ministres fixe une date d'échéance. Début 86, il y aura 2 nouvelles chaînes privées en France. Une généraliste, la 5, une musicale, la 6, et des chaînes locales. À la suite de ça, logiquement, il y a un appel d'offres. Le gouvernement, ou plutôt la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, reçoit les candidatures d'entrepreneurs qui proposent une offre en espérant se voir attribuer par l'État une fréquence nationale de télévision. Enfin ça, c'est en théorie. Parmi les entrepreneurs candidats se trouvent 2 Français. Jean Ribou, un industriel proche des cercles de pouvoir, et Jérôme Sédou. Le problème, c'est que Jean est malade et il veut s'assurer de trouver au moins un autre partenaire pour créer ce projet. Et ça tombe bien puisque très vite, un nom s'impose dans les discussions, celui d'un entrepreneur italien, Silvio Berlusconi.
Et oui, quand je vous disais que l'Italie voyait éclore son propre écosystème privé à la télé, eh bien, il est dirigé par non moins que Silvio Berlusconi. Ce dernier voit en l'offre de Mitterrand une opportunité en or pour développer son empire en dehors des frontières. Et surtout, il sait déjà qu'il a une grosse expertise qui joue en sa faveur. Berlusconi active alors ses propres relations politiques au plus haut niveau pour se placer le mieux possible. Il contacte notamment Bettino Craxi, président du Conseil italien, qui appuie sa candidature auprès de François Mitterrand. Inévitablement, son nom finit donc par arriver aux oreilles de Jean Ribou et Jérôme Sédou, et c'est comme ça qu'ensemble, les trois entrepreneurs forment une alliance et que la fréquence leur est attribuée, dans un processus dont on doute déjà à l'époque de la transparence. Mais soit, la 5 est créée, et entre-temps, Jean Ribou meurt. Il laisse donc le soin à son fils, Christophe Ribou, d'aller au bout du projet. Mais malgré tout ça, ça avance, enfin. Et pas qu'un peu. Le gouvernement accorde quelques règles spéciales pour la chaîne privée à leur avantage, notamment sur la publicité. Là où les autres chaînes ont un temps précis de publicité à respecter, la 5 pourra tout simplement en mettre beaucoup plus. Ça y est, la chaîne est prête à être lancée. Enfin presque. Parce qu'il y a un problème technique. La télévision hertzienne repose sur un principe simple. Pour émettre, il faut des fréquences et surtout des points hauts. En France, le point stratégique, c'est la Tour Eiffel, qui appartient à la ville de Paris, dont il faut l'autorisation pour installer de nouveaux émetteurs, par exemple. Sauf que le maire de Paris, à l'époque, c'est Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, il est de droite et il voit que tout ça est politique. S'engage alors une bataille autour d'un amendement permettant d'installer librement des émetteurs sur la Tour Eiffel, amendement qui est d'abord adopté, puis annulé, puis passé de force. Au final, malgré l'adoption de l'amendement, il y a quand même un problème le jour de l'installation. Les forces de l'ordre sont obligées d'intervenir pour permettre aux techniciens d'accéder au lieu, puisque la ville de Paris le refuse, invoquant un problème technique. Après l'intervention des forces de l'ordre pour débloquer l'accès de la Tour Eiffel aux techniciens de TDF chargés d'installer l'émetteur de la 5, la 5e chaîne, le maire de Paris parle d'une entreprise douteuse et d'une force publique au service d'intérêts privés et étrangers. Pour M. Chirac, le gouvernement veut, dans la hâte, créer l'irréparable. Mais bon, cette fois, tout est prêt. La 5, teasée depuis plusieurs semaines, notamment par Berlusconi lui-même, arrive enfin sur les téléviseurs français. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le lancement crée une rupture dans le paysage audiovisuel. Berlusconi importe en France sa recette italienne, qui dénote avec ce qui se fait à l'époque. Malgré ses promesses de chaîne champagne le samedi, une expression devenue un peu culte, le contenu est assez bling-bling et paraît beaucoup moins sérieux, beaucoup plus léger que ce qui se fait sur le service public à l'époque. La stratégie de la 5 la première année, c'est d'être extrêmement agressive. La chaîne diffuse énormément de films en contournant parfois l'esprit de la chronologie des médias, puise abondamment dans le catalogue des œuvres achetées par le groupe de Berlusconi en Italie et met le paquet sur tout ce qui vient d'Amérique, des séries comme Arnold et Willy jusqu'à Shérif fais-moi peur. L'ambition derrière est immense. Berlusconi a pour objectif clair de faire de la 5 une chaîne de divertissement à l'italienne, frapper très fort et faire beaucoup d'audience rapidement. Et en réalité, avec tous les investissements dans les programmes et l'expérience de Berlusconi dans le milieu de la télé, la chaîne a toutes les cartes en main pour réussir son pari. Sauf que dès l'année suivante, un changement vient remettre en question l'existence même de la chaîne. La crainte de Mitterrand et de son parti se réalise le 16 mars 1986. La droite arrive au pouvoir, le gouvernement entre donc en cohabitation et le Premier ministre devient Jacques Chirac. La droite s'empare alors du sujet de l'audiovisuel et le constat est clair. Pour eux, l'attribution de la 5e fréquence n'est pas seulement contestable, elle est illégitime, le processus a été trop rapide et trop opaque. Alors, ils prennent une décision radicale, annuler purement et simplement les concessions faites à la 5. Autrement dit, pas même un an après son lancement, juridiquement, la chaîne n'est plus censée exister pour le moment. Sauf que le problème, c'est que la chaîne est déjà à l'antenne et l'arrêter du jour au lendemain pour la reprendre plus tard, ça créerait un chaos énorme. Alors, une période de transition s'ouvre et une nouvelle bataille commence pour récupérer la fréquence. Durant cette guerre, plusieurs alliances se forment, dont une est assez
surprenante. Il s'agit de Berlusconi, qui ne compte pas lâcher le projet, et Robert Hersant, un entrepreneur dans les médias. Si le duo est surprenant, c'est parce que politiquement, Berlusconi est là grâce aux socialistes, tandis qu'Hersant est à droite, et beaucoup se posent la question de la capacité de ce duo à diriger ensemble une chaîne de télévision. Cependant, le 23 février 1987, ce sont eux qui sont désignés par la Commission nationale de la communication et des libertés comme étant les vainqueurs. Hersant devient officiellement le nouvel opérateur de la 5. Nous avons le désir de travailler en commun et nous avons le désir de faire quelque chose qui plaise aux Français. Et une bonne télévision qui plaise aux Français. Évidemment, des soupçons émergent rapidement quant à l'impartialité de ce choix, notamment en raison de ses liens avec la droite au pouvoir. Si la Commission nationale de la communication et des libertés est sur le papier une autorité indépendante, elle reste en pratique traversée par la politique, ne serait-ce que parce que ses membres sont nommés par différentes institutions elles-mêmes issues du pouvoir politique. Mais bon, maintenant que les problèmes politiques et juridiques sont réglés, place à la remise en selle de la 5. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le nouveau duo de choc va y aller très fort. L'objectif, concurrencer TF1, soit la chaîne la plus regardée de France à l'époque. Et pour ça, le plan est parfait. Mais comme vous vous en doutez, ça ne va pas se passer comme prévu, et le pire, c'est que ce n'est pas complètement de leur fait. Si l'objectif TF1 semble utopique sur le papier, Hersant et ses associés mettent tout en place pour que ça fonctionne. Des dessins animés japonais jamais vus en France, alors qu'on arrive bientôt dans le boom des dessins animés japonais, mais surtout des émissions avec des animateurs vedettes. La chaîne achète la présence d'animateurs stars à prix d'or, dont Stéphane Collaro ou Patrick Sébastien, pour faire venir les spectateurs sur la chaîne. Les dépenses sont faramineuses. La 5 acquiert certains films pour plus de 6 millions de francs, des séries comme Dallas, certains animateurs sont payés 3 millions de francs l'émission. Bref, ils investissent de manière colossale. Sauf que ça ne marche pas. Quelques émissions sortent du lot et attirent un peu l'audience, mais tous les gros coups que la 5 pensait pouvoir faire, notamment avec des animateurs stars comme Patrick Sabatier, échouent d'un point de vue audience. Et pour une chaîne gratuite privée, qui dit échec d'un point de vue audience, dit moins de publicité, qui dit moins de publicité dit moins de revenus, qui dit moins de revenus dit moins de revenus. Et pourtant, beaucoup de dépenses. C'est 150 millions de francs qui partent chaque mois. C'est une machine à brûler de l'argent sans jamais en gagner. Et si au début de ce genre de projet c'est normal, le problème là, c'est que les audiences ne progressent définitivement pas. Pire, elles régressent. Plusieurs émissions sont arrêtées en cours de route faute de rentabilité. Le pari est perdant. Les gens n'ont pas suivi leurs animateurs préférés sur une autre chaîne. Le public ne se retrouve tout simplement pas dans les programmes de la 5. Mais en réalité, c'est encore pire que ça. Parce qu'en coulisses, la 5 rencontre tout un tas d'autres problèmes. Déjà, si vous habitiez dans certaines campagnes de France, vous n'aviez pas accès à la 5. Une contrainte technique freine son développement. La 5 ne peut pas être captée partout en France. Elle est accessible principalement dans les villes, ce qui la prive d'un public très important, d'autant que le public des villes n'a pas les mêmes attentes que le public plus rural, pourtant visé à la base. Certains accusent les techniciens installant les émetteurs, qui appartiennent par ailleurs à un organisme public et non privé, de freiner volontairement l'expansion de la chaîne. Aucune preuve n'est apportée, mais la réalité reste la même. La chaîne perd des parts de marché et n'y peut rien. En parallèle de tout ça, la chaîne se retrouve emmêlée dans plusieurs procès, notamment contre la Commission nationale de la communication et des libertés, qui est ensuite remplacée par le CSA, qui attaquera la 5 aussi. La chaîne est notamment obligée de déplacer niveau horaire un film érotique à la demande de Jack Lang, et elle se retrouve aussi condamnée à verser de l'argent, 12,7 millions de francs pour non-respect des quotas de diffusion d'œuvres françaises. Mais ce n'est même pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que la chaîne avance dans un jeu dont les règles changent. Parce que pendant ce temps, dans les bureaux politiques toujours, des décisions se prennent, dont la suivante, un amendement est voté pour réduire le nombre de coupures publicitaires autorisées. Pour une chaîne déjà en difficulté, c'est un choc. Par an, le manque à gagner est estimé à 500 millions de francs. Et là, il y a une personne qui prend peur, c'est Hersant.
Vous vous rappelez du questionnement autour du duo Berlusconi-Hersan ? Eh bien, en 1990, soit un peu plus de 3 ans après le début de leur collaboration, des conflits profonds commencent à émerger. S'ils sont financiers, l'accumulation des dettes provoquant quelques frictions, ces conflits portent aussi sur la vision de la chaîne. Berlusconi voulait construire une chaîne commerciale dans le modèle de ce qu'il avait fait en Italie. Mais à la suite de l'entrée d'Hersan, la chaîne a ajouté une grosse partie d'informations à ses programmes, ce qui rend au final la ligne éditoriale floue. Le problème, encore une fois, c'est que l'entreprise est vraiment en difficulté. Et Hersan commence à paniquer, puisque lui, à la base, il a un groupe de presse qui marche très bien, et il n'a aucune envie que tout ce qu'il construit soit aspiré dans la spirale infernale de la 5. Financièrement, ça peut être une catastrophe. Alors, il prend une décision. Il se désengage de la chaîne et se met à chercher activement un acheteur pour au moins une partie de ses participations. La situation ne donne pas très envie de s'engager et pourtant, il trouve un acheteur, en la personne de Jean-Luc Lagardère. Ce dernier est à la tête du groupe Hachette et son implication ne vient pas de nulle part. Lagardère a en travers de la gorge le fait d'avoir perdu dans la bataille pour la privatisation de TF1 qui a eu lieu en 1987. Il cherche depuis à se placer dans le monde de la télévision et saisit immédiatement l'opportunité offerte par Hersan. Opportunité, je vous rappelle qu'à ce moment, la chaîne approche les 2 milliards de francs de dette. Quelque chose comme ça. Mais Jean-Luc Lagardère y croit et le 23 octobre 1990, il devient officiellement le nouvel opérateur de la 5 et fait une promesse. Hachette et ses associés vont sauver la 5. Et peut-être pensait-il, comme ça je vais me venger de TF1 et créer une chaîne concurrente qui va leur faire du tort, mais ça, on n'en sait rien. Toujours est-il que de la même manière qu'Hersan au début, Lagardère va y mettre les moyens. La stratégie pour accomplir l'objectif est cette fois-ci un peu plus claire. Fini la ligne éditoriale bling-bling à la Berlusconi, même si celui-ci est toujours présent. Fini la ligne éditoriale un peu floue des années Hersan. Place à une chaîne familiale. Une toute nouvelle identité visuelle est créée, de nouveaux programmes sont diffusés et l'information reprend une place moins centrale. La chaîne développe des jeux télévisés comme Que le meilleur gagne, animés par Nagui et même Jean-Luc Reichmann en voix off. Même si les finances de la chaîne sont dans un état déplorable, le choix de Lagardère, c'est d'investir pour relancer les choses et sauver le navire du naufrage. Le raisonnement est assez simple, il faut tout reposer à plat, créer de nouveaux programmes, changer d'identité. Et tout ça, ça coûte de l'argent, mais on peut pas faire sans ça. Sauf que ça ne fonctionne pas. Si certains programmes comme Que le meilleur gagne réussissent à saisir quelque part de marché, globalement, le public n'adhère pas au nouveau contenu. Pire, une partie de l'audience fidèle de la 5 s'en détache, perdue face à la nouvelle direction que prend la chaîne. La 5 ne trouve pas sa place dans le paysage. Elle nourrit toujours l'espoir de concurrencer TF1 alors que ces derniers sont déjà extrêmement établis. Eux peuvent encaisser les coûts des changements réglementaires, mais la 5 est trop jeune et pas assez solide financièrement pour survivre dans cet environnement qui à la fois l'a fait naître et qui à la fois n'a jamais cessé de l'étouffer. Les efforts d'Hachette sont sincères, même quand ça mène à des décisions extrêmement douloureuses. Fin 1991, un plan de licenciement massif est organisé pour essayer de sauver la chaîne, dont les pertes s'élèvent à 3,5 milliards de francs en cumulé. Mais c'est trop tard. Le 2 janvier 1992, à peine 2 ans après l'arrivée de Lagardère, l'entreprise est placée en redressement judiciaire. Le 12 avril 1992, c'est définitivement la fin. La 5 organise une soirée spéciale pour se remémorer les meilleurs moments de ces 6 dernières années et aussi pour dire au revoir au public. Juste avant minuit, les dernières personnes présentes font un décompte, puis la chaîne affiche ce message. Autre événement important dans l'actualité, la mort d'une chaîne de télévision. Vous savez que la 5 a cessé d'émettre hier soir à minuit. Beaucoup d'émotions et de tristesse bien sûr pour les 613 salariés de la 5 qui se retrouvent au chômage. Il n'y a plus en France que 4 chaînes de télévision en clair. Pour les rendre cet hommage, je crois que c'était utile à l'ensemble du personnel. Merci, bonsoir. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Au revoir. À bientôt. À bientôt.